Alors, petite séance de nettoyage là, des circulations, hein, donc tonte. Pour le reste, pas mal de fleurs de toutes sortes. Je vous en incrusterai une ou deux. Donc il y a encore des cnossis qui sont plutôt finissantes et arrivent donc les premiers bleuets, donc la centaurée. Également beaucoup d'aquilées millefeuilles, une plante sauvage, une plante spontanée extrêmement intéressante à proximité d'un potager parce que donc l'inflorescence est ce qu'on appelle fleur est en fait un groupement de fleurs, de toutes petites fleurs, très attractives pour des petits butineurs. Pleine floraison aussi, les différents gaillets. Le gaillet blanc est plutôt finissant. Le gaillet jaune, encore dit caillet, est en pleine floraison. Donc là, j'en ai pas mal ici. Et là, il va fleurir prochainement. Mais ce n'est pas pour ça que je suis là. Je suis là à 40 cm d'un nid de guêpe que j'ai découvert dans ce pied de baie de mai qui a fleuri et produit il y a fort longtemps. On n'a pas récolté grand-chose. Hein. L'impression que les oiseaux nous ont tous chapardés. Ça donne des baies fin mai. Donc ça mérite bien son nom de baie de mai, même chez nous, donc en climat continental. Et dans cette branche se sont installées des guêpes polistes que je vais vous filmer en gros plan et vous raconter deux mots là-dessus. Guêpes que la plupart des gens pourchassent, tuent, détruisent et après ils s'étonnent qu'ils aient des problèmes de chenilles au moindre passage d'un papillon. Dans mes vidéos, vous verrez très souvent des papillons blancs qui volettent. J'en ai tout le temps, il y en a un qui passe là-haut, qui évidemment pondent sur mes choux. Le voilà. Ah ben non, il ne veut pas rentrer dans l'image, il veut passer incognito. Et pondent, et évidemment, ça va donner des chenilles. Et pourtant, depuis que j'ai le potager du paresseux sous cette forme, je n'ai jamais traité contre des chenilles. Comment je fais? Venez voir. Alors voilà donc ici un nid de guêpes polistes. Et comme vous pouvez le voir, elles sont vivantes. Hein. Ce n'est pas des guêpes en plastique. Et comme... Oups là. Là, je viens de faire une erreur, j'ai secoué la branche. Mais si je fais des mouvements doux, là, elles sont un peu excitées du coup. Si je fais des mouvements doux, et là, pas un geste malheureux comme je viens de le faire, ces guêpes sont extrêmement paisibles. Même là, hein, je n'ai pas été piqué. Et pourtant, vous avez vu qu'elles se sont mises en mode panique. Et on peut travailler. Là, par contre, oui. Là, elle m'a attaqué. J'ai fait un geste brutal. Donc, je vais rester à distance. Elles sont excitées. Hein. Et, mais sinon, donc, je vous garantis que si vous ne les excitez pas comme je viens de le faire, elles sont absolument paisibles et ne s'occuperont pas de vous. Hein. Donc malgré l'excitation, là je suis à 30 cm. Hein. Alors j'ai cadré extrêmement serré, mais je vais essayer de vous mettre la main dans l'image sans les exciter à nouveau. Voilà. Hein. Je pense que vous voyez ma main. Donc là je suis à 15 cm la main. C'est une mouche qui m'attaque de l'autre côté. Donc elles sont extrêmement paisibles. Et alors, le régime de ces guêpes qui font des petites colonies, hein, il y a
une cinquantaine d'alvéoles. Et elles ont un régime à dominante carnivore, ce que vous avez pu observer sans aucun doute sur une terrasse. Vous sortez, vous déballez un blister de jambon, par exemple, et elles rappliquent immédiatement. Et donc, elles se nourrissent dans un système naturel comme le potager du paresseux. Elles se nourrissent essentiellement de chenilles. Donc, elles vont chercher des chenilles, et dès que quelque part des chenilles, sauf les larves de doryphores, apparaissent, elles s'en occupent, elles font un festin. Alors, donc la prochaine fois que vous verrez ces guêpes, et sauf à avoir des petits-enfants qui ne maîtriseraient pas leurs gestes à proximité immédiate, installez-vous tranquillement comme je le fais là et observez cet animal si mal récompensé pour tous les efforts qu'il fait dans le potager. Ce que je vous raconte là est tout à fait vrai pour le frelon européen qui, étant plus gros, mange encore beaucoup plus de chenilles et s'attaque à des grosses chenilles que peut-être une guêpe poliste de ce calibre-là n'arriverait pas à niaquer. Et donc ce sont là des nettoyeurs absolument fondamentaux de votre potager. Donc sortez vos caméras, sortez votre chapeau pour ne pas cuire au soleil, installez-vous à 40 cm avec des gestes doux, pas de gestes brutaux, comme je l'ai malheureusement fait tout à l'heure, et tout se passera bien. Vous assisterez à une de ces choses merveilleuses que seul peut vous offrir un potager naturel, entre guillemets, je mets ce mot entre guillemets, je m'en expliquerai un jour. Le potager du paresseux n'a rien de naturel. C'est un système anthropisé, donc un système modifié par l'homme, mais un système dans lequel l'homme coopère et non pas, je ne suis pas en train de chercher une tapette, ni, j'allais dire un gros mot, une de ces fameuses marques, des pchit pchit, tout le monde a la pub en tête, qui commence par bail, comme quand on baille pour s'ennuyer, et qui finit un peu comme un gond quand on est con. Donc voilà, si vous pouviez changer votre regard sur ces guêpes, sur les frelons. Alors je ne m'y connais malheureusement pas assez parce que là je vois un individu plus grand. Est-ce que c'est la reine de cette colonie et est-ce que les autres sont les simples ouvrières? Je ne le sais pas. Elles se mettent donc là à proximité et elles battent très fort des ailes pour ventiler, donc et maintenir, éviter que ce nid ne surchauffe. C'est le plus gros de leur activité, ventiler comme ça, vous les en observerez tout le temps. Allez, je vais essayer de tirer un gros plan sans me faire piquer, donc en rapprochant beaucoup la caméra, et je mettrai ces images par-dessus la bande sonore, puisque voir ma tronche en train de dégouliner au soleil n'a pas vraiment un grand intérêt. Alors pour compléter un tout petit peu, donner quelques indications un peu plus précises, j'ai sorti ma Bible des insectes, un livre dont j'ai parlé par ailleurs, Vincent Albouy, Jardiner avec les insectes. Et donc j'ai été à la page guêpe poliste pour donc voir un peu qu'est-ce qu'il dit. Donc, en effet, donc les adultes alimentent les larves confinées dans les cellules du nid, une guêpe germanique. Ah tiens, il existe des guêpes
casque à pointe. C'est peut-être celle que vous avez à l'image. J'avoue que je n'ai pas identifié avec précision. Donc une guêpe germanique capture durant sa vie une moyenne de 1000 mouches et de 1000 chenilles. 3000 à 4000 proies sont nécessaires chaque jour pour nourrir les larves. Ce sont donc d'excellents auxiliaires de protection. Alors, encore un mot d'éclaircissement, hein. J'évoque ici un auxiliaire de protection. Pour bien comprendre, sachez qu'on peut classer les auxiliaires, hein, donc des organismes vivants qui travaillent dans le sens du jardinier, qui aident le jardinier, donc on va appeler des auxiliaires, en deux catégories, les auxiliaires de protection et les auxiliaires de nettoyage. Les auxiliaires de protection sont des auxiliaires qui mangent toutes sortes de choses et qui par conséquent se trouvent de façon quasi permanente dans votre potager ou dans ses alentours. Donc s'ils ne trouvent pas telle chenille, ils vont grappiller des mouches ailleurs, ils vont trouver une autre proie ou une tranche de jambon sur votre table. À l'inverse, les auxiliaires de nettoyage sont les auxiliaires très spécialisés par rapport à une proie. L'exemple typique étant la coccinelle, dont l'adulte et les larves ne mangent quasiment que des pucerons. Donc un auxiliaire de nettoyage, lorsque on l'introduit, il va se développer, il va niaquer les pucerons et il va finir par nettoyer les pucerons parce que lui, il se sera multiplié de plus en plus. Malheureusement, à ce moment-là, lui-même meurt de faim. Et donc, la population va dégringoler et par conséquent, les pucerons s'installent de nouveau. Et on a donc des montagnes russes comme ça. Si on suit les populations de ce parasite, en l'occurrence, avec un décalage, on a des montagnes russes d'auxiliaires. Ça, c'est pour les auxiliaires de nettoyage. Les auxiliaires de protection, eux, n'éradiquent jamais parce qu'ils mangent un peu de tout. Donc là, en l'occurrence, les guêpes polices ne vont pas nécessairement manger toutes les chenilles. Par contre, elles régulent les populations. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus stable. Et c'est pour ça donc que ces auxiliaires de protection sont particulièrement intéressants parce qu'ils évitent ces phénomènes de montagnes russes. Un autre exemple d'auxiliaire de protection est par exemple le forficule, le perce-oreille, hein, qui mange de tout et n'importe quoi, y compris à certains moments des pucerons quand ça lui chante, mais vous pourrez le trouver en train de creuser un fruit quand ça lui chante ou de manger des déchets végétaux à d'autres moments. Voilà donc pour comprendre ce petit passage. Voilà, donc en été, quand les couvrières sont nombreuses et les ressources abondantes, démarre l'élevage des mâles et des femelles fertiles, les futures reines de l'année suivante, etc. Voilà, donc à propos des piqûres, bien sûr, qui existent, donc il relate qu'on a tous des souvenirs de piqûres jeunes, notamment quand dans sa partie dessert, cette guêpe mange aussi des fruits. Et donc, on fait souvent une malheureuse rencontre à ce moment-là. En prenant un fruit, la guêpe était dans un trou et vous pique. Et donc, il précise bien que la piqûre de la guêpe n'est pas toxique, sauf des cas d'allergie, hein. Et donc, les personnes allergiques, mon épouse malheureusement est allergique, et donc là, c'est une urgence médicale, quoi, hein. Donc, on a une trousse pour pouvoir intervenir immédiatement. Je ne l'ai pas dit plus avant dans la vidéo, comme on l'a vu, en dehors donc de mon geste un peu trop brutal, la guêpe est particulièrement paisible même quand on s'approche de son nid, donc de ses petits,
Ce n'est pas du tout le cas du frelon, hein. Le frelon est territorial et quand vous vous approchez de son nid, qui est souvent souterrain, il attaque. Donc là, vous vous approchez à plus de 1 mètre. Ce que j'ai filmé là, je n'aurais pas pu le faire avec un nid de frelons européens. En revanche, un frelon européen qui chasse, ou comme je l'ai raconté une autre fois, qui vient boire des gouttes de sueur sur mon tibia, je ne bouge pas et il ne se passe rien. Je cueille des fruits à côté de lui, il cherche lui ses fruits, moi je cherche les miens. Tant que je ne l'écrase pas, il ne se passe rien. Il n'y a que quand je m'approche trop près de son nid que là, il peut lancer une attaque. Et là encore, contrairement à une légende bien établie, alors je vous montre la couverture du livre, contrairement à une légende bien établie, le frelon n'est pas plus dangereux que la guêpe. Il est plus grand, mais son venin est plus dilué, sauf là encore, cas d'allergie. Voilà, je rajoute ces quelques précisions. Alors un petit post-vidéum. Vous êtes peut-être, ou peut-être pas, suivant que vous êtes un bon botaniste ou pas, impressionné par le fait que je reconnaisse les plantes. Alors je vous rassure, hein, bon, j'ai encore un vieux reste de mes études. À un moment donné, effectivement, pour un agronome, la base, c'est de se balader avec une flore et d'identifier les différentes plantes, et notamment de ce qu'on appelle en agronomie des mauvaises herbes. Il existe une science qui se préoccupe des mauvaises herbes, ça s'appelle la malherbologie. Et donc, oui, je connaissais pas mal de plantes, et puis privilège de l'âge, la mémoire déleste. Donc, il m'arrive de plus en plus souvent que je connaisse une plante et que je ne retrouve pas le nom, je l'ai sur le bout de la langue, et puis ça ne vient pas. Alors, heureusement, on a aujourd'hui des moyens formidables. J'ai depuis 2 ou 3 mois un vrai smartphone. Et donc j'ai pu installer une application dont je trouve qu'elle marche très très bien. J'ai eu qu'une erreur jusque-là. Donc c'est PlanteNet. Et en prenant des photos des fleurs, des feuilles, etc., vous avez dans la grande majorité des cas une identification qui est correcte. Donc j'utilise depuis quelques jours PlanteNet, notamment quand je ne retrouve plus le nom de telle ou telle plante que j'ai sur le bout de la langue, ou que réellement je ne connaissais pas le nom de cette plante. Et puis sinon, je fais peu de pub pour des livres parce que la plupart, je les trouve, je suis désolé, mais affligeants, sauf un ou deux dont j'ai déjà parlé. Je vais en rajouter un aujourd'hui, le guide de Lachaud, des plantes par la couleur. Alors, c'est d'une simplicité enfantine, il y a des dessins, vous feuilletez et les plantes sont classées par la couleur de leurs fleurs, et puis ensuite, vous avez une description qui permet d'affiner un peu, et vous avez aussi des indications à savoir est-ce que c'est fréquent, est-ce que c'est rare. Donc quand tout à coup vous voyez une plante, par exemple c'est Knossi, et vous vous gourrez et on vous dit que c'est une plante rare, vous savez que vous êtes sur une fausse piste, quoi. Donc avec ces deux choses, je m'en sors très bien. J'ai su dans mes jeunes années utiliser la flore de Bonnier, célèbre flore en France, qui est d'un chiant, mais c'est aussi chiant que ne peut l'être le jardinage conventionnel. Donc ça fait longtemps que j'ai mis ça, je l'ai toujours comme relique. Ma femme m'a fait le foutre à la déchetterie là, il y a un mois, en rangeant, et puis je lui ai dit non, garde ça, c'est toute ma jeunesse qui est là-dedans. Quand on en a chié, on garde des trucs comme ça. Il y en a qui ont des vieux sacs à dos qui leur rappellent
l'escalade du Mont Blanc ou je ne sais pas quoi. Allez, ce coup-ci c'est fini. Les tomates que j'ai cueillies tout à l'heure, la vidéo sera en ligne, m'attendent. Ciao.